C'est la première nouveauté de ce Tour 93, la cérémonie d'ouverture. Elle donne le ton, empreinte d'émotion, d'esthétisme et d'histoire. Le Tour serait à son image. Sur un parcours très mouvementé au Puy du Fou, le prologue va nous offrir quelques indications. Nous dire par exemple que Bugno arrive sur ce tour en pleine forme. Si la tête suit, Indurain devra compter avec l'Italien. Nous dire aussi que Zoulet se mêle pour la première fois à la liste des prétendants. L'espace de quelques instants, il rêve même en jaune, jusqu'à ce que Miguel Indurain entre en piste à 18h28 ce samedi 3 juillet. Sur 6 km 800, le patron va frapper du poing sur la table pour la première fois. Zoulet à 8 secondes, Bugno à 11 secondes. Dans les épreuves chronométrées, Miguel ne devrait pas être battu. Autre élément à noter pendant la première semaine, le retour à un certain classicisme. C'est vrai que le parcours s'y prête, plus question d'un Tour d'Europe. On fera le Tour de France, le Tour de la France. Pour la première fois depuis bien longtemps, la parole va être rendue aux sprinteurs. Première chute et bientôt premier sprint. Mario Cipollini, presque ridicule l'année précédente, est venu faire taire ceux qui le traitent de bouffon. Il va remporter la première étape des Sables d'Olonne devant le maillot bleu de Nelissen. Celui-là aussi, ce maillot bleu deuxième, il faudra le surveiller. Moi je suis de la montagne et j'ai peur de la mer. Alors comme on traverse par la mer... Après la cérémonie d'ouverture, on va à nouveau en prendre plein les yeux. Comme si ce tour était fait pour l'image, jugez plutôt. Dans la direction de Vannes, les premières échappées se forment, mais on comprend vite que bien des équipes ont des raisons de favoriser les arrivées au sprint. Les Banesto de Miguel Indurain, par exemple, pour protéger le leader bien sûr, mais les autres aussi pour offrir un terrain propice aux sprinteurs, les rois de cette première semaine. On vous avait conseillé de suivre le maillot bleu, le voici, il gagne, Wilfried Nelissen prend le maillot jaune, c'est la fête en Belgique, privé de jaune, depuis plus de 8 ans. Puisque c'est la fête des sprinteurs sur ce Tour 93, Jamolidine Abdoujaparov, l'ouzbek de l'équipe Lamprey, ne peut pas être tout à fait de reste. Alors, on reprend les échappées une nouvelle fois, et si dans quelques jours sur les Champs-Élysées, on établira le podium du Tour 93, celui des sprinteurs est déjà formé dès l'arrivée de la troisième étape. Cipollini pour la première,
Nelissen pour la deuxième. Voici, avec son maillot rose, Abdou Japarov. Jusqu'à Dinard, seules les bonifications ont donc eu de l'incidence sur le classement général. Pour bousculer la hiérarchie, rien de tel qu'un contre-la-montre par équipe. Cipollini aime le vert, mais le jaune, se dit-il, lui irait si bien. Toute son équipe va se mobiliser pour lui, avec le Français Laurent Pilon en première ligne. Et à Avranches tout à l'heure, on fera les comptes. Si le Tour ne peut pas se gagner dans l'épreuve par équipe, il peut en revanche se perdre. Ce sera le cas pour Tony Rominger et son équipe classe, comme si le sort avait décidé ce jour-là de jouer des tours aux Suisses. Des mauvais tours. On a eu encore malchance dans les derniers 10 km. On a perdu l'homme plus important, l'homme plus fort de notre équipe, c'est Federico Chavez. Et là, à ce moment-là, on n'a pas su qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre, et alors on a attendu 2-3 minutes, pas roulant très fort, mais même aussi tranquille, jusqu'à l'arrivée du tir sportif qui a dit alors continuer. On était déjà en 5 et le dernier boss là, il était très très dur. Alors on a eu à attendre encore les autres coureurs parce qu'on était les plus frais. Ce jour-là, pénalisé par les commissaires, Rominger perdra plus de 2 minutes 30 sur Indurain et une bonne partie de son moral. Cipollini, lui, tient enfin sa revanche sur l'an passé. De la chance pour gagner un tour, il en faut. De la réussite, si vous préférez. Ce jour-là, entre Avranches et Évreux, le dossard numéro 1 sort indemne d'une chute et dire que le tour aurait pu basculer. Ce jour-là, la chute de Miguel Indurain, comme l'échappée de Laurent Fignon, comme la crevaison d'Abdou Japarov, seront heureusement rangées parmi les anecdotes. Ce que l'on retiendra plutôt de cette étape, c'est la renaissance du Danois Jesper Skibby, premier rouleur à tenir tête au sprinter. Quelques mois plus tôt, Jesper Skibby était dans le coma après une terrible chute. À Évreux, il renaissait enfin à la vie de champion. Le jeu du sprint et des bonifications faisait cette fois-ci l'affaire de Nelissen, la valse des maillots, version 93. Vert ou jaune, faites vos jeux, et si les maillots valsaient une nouvelle fois aujourd'hui entre Évreux et Amiens. Le temps de prendre une petite leçon de démarrage avec Durand. Bauer en tête regarde à gauche, Durand démarre à droite. Et le soigneur de Gannes va nous offrir une autre visite guidée. Visite dans une musette, après la valse des maillots, la valse musette. Des pâtisseries, voilà, tarte aux pommes, tarte aux poires, etc. Et puis aussi des aliments diététiques qui sont des pâtes de fruits, de manière à ce que ça passe très vite dans le sang et c'est facile à manger. Si un coureur a des problèmes pour manger, ça, il peut les avaler. Ultime précision, Jean-Claude Colotti, une musette, ça ne se jette pas n'importe où. Si la parole a été donnée aux sprinteurs depuis le départ du Puy du Fou, le Tour s'est offert un joli sprint aussi.
Une nouvelle preuve entre Évreux et Amiens où Johan Brunel va couvrir 158 km en 3 heures, 11 minutes et 50 secondes. Les forts en maths auront trouvé une moyenne de 49,417, le record dans une étape de ce genre. Autre élément à noter dans le sprint pour les places d'honneur, le vert va aller plus vite que le jaune. Alors, toujours grâce aux bonifications, le vert devient jaune. Vous suivez ? Vous l'avez sans doute compris, ce samedi 10 juillet, Renan Pinsec fête son 30e anniversaire. Il manquera pourtant la bonne échappée où l'on va reconnaître le Danois Risch, le Belge Mousseou, le Vénézuélien Sierra, l'Italien Tsingalta et 3 coureurs de Motorola, Merria, Anderson et Siandri. Il est temps de faire son pronostic. Le Danois Risch crève, mais il est fort, il reviendra sans problème. Le Danois est fort, il va le prouver sous les yeux de Tsingalta, victime d'une chute au fond là-bas. Risch, vainqueur de l'étape. Tsingalta, lui, finira à pied. Au Danois Risch, la victoire d'étape, mais au Belge Mousseou, le maillot jaune, ça marche pour la Belgique. Un petit coup de peigne pour l'Écossais Robert Millar et l'on va emprunter des routes chargées d'histoire, direction Verdun. On tente ce matin-là d'oublier les premières fatigues d'un tour qui va trop vite, mais les chutes sont encore nombreuses. On ne prend même plus le temps d'admirer la France, et pourtant, elle est belle. Mais on va toujours vite, toujours si vite, comme Pascal Lans qui joue à domicile, à la vitesse d'un cheval au galop. Pascal Lans va tenter l'échappée. Pascal Lans sera repris et le respectueux silence au passage de Douaumont sera troublé subitement par l'annonce d'une chute. Après Rominger, c'est Tsoulé, Suisse lui aussi, le deuxième malchanceux du tour. Une lourde chute à la veille du contre-la-montre individuel du lac de Madine. On aurait pu trouver circonstances plus favorables pour celui que l'on désignait comme l'un des grands dauphins de Miguel Indurain. À l'avant, peu soucieux du sort de Tsoulé, l'Américain Lance Armstrong va s'offrir son premier succès d'étape sur le Tour et quelque chose nous dit que ce ne sera pas le dernier. On prend des paris ? Nous voici donc dans ce fameux contre-la-montre individuel de 59 km au lac de Madine. Et là encore, la malchance va s'abattre sur Tony Rominger. Rejeté dans les profondeurs du classement par le contre-la-montre par équipe, Tony doit prendre le départ bien plus tôt que les autres prétendants au podium de Paris, à l'heure où la pluie et la grêle s'abattent sur le Tour. « 5, 4, 3, 2, 1... » Quand les autres leaders partent, le temps est redevenu clément. Alors, on surveille le chrono. Le chrono de Capucci, par exemple. 16e de l'étape.
Pas si mal pour un grimpeur après tout. C'est comme ça, pour moi, c'est le maximum que je peux faire. S'il vous plaît. Bon. Il a 400 000 possibles. Allez, on se calme, messieurs. Autre leçon de ce contre-la-montre, Zule, 5e, qui limite bien les dégâts au lendemain de sa chute. Breukink, lui, comme Bugno, va nous emmener sur une fausse piste. Il nous laisse penser ce jour-là qu'ils sont capables d'inquiéter Indurain. Bugno et Breukink, 2e et 3e de l'étape. J'ai des responsabilités. Le tour commence à se jouer ici de façon individuelle, car jusqu'à présent, c'était les équipes qui primaient. C'est un test personnel. C'est maintenant que je dois prouver ce que je vaux. Sans déclaration tapageuse, sans artifice et malgré une crevaison, Miguel Indurain va une nouvelle fois taper du poing sur la table, comme pour installer le doute dans l'esprit du Néerlandais et de l'Italien. Et on a tendance à croire ce jour-là que le Tour 93 est déjà fini. Citation également de M. Gérard Longuet, ministre et président du Conseil régional de Lorraine. En cette veille de 14 juillet, il est temps pour le Tour de France de prendre de la hauteur. Mais avant d'atteindre les sommets à la force des pédales, le peloton va s'offrir un jour de repos. Repos consacré à rejoindre par les airs Villard-de-Lans. Villard-de-Lans où sera donné le départ du défilé, de l'étape du 14 juillet. Au menu du jour, entre Villard et Serre Chevalier, la soupe à la grimace, les premières grimaces du Tour de France. Là aussi, pas question de savoir ce jour-là qui va gagner le Tour, mais plutôt de désigner ceux qui vont le perdre. Et là, on ne va pas être privé. Autre grande leçon de cette première étape alpestre, la garde du Roi Miguel est bien présente. Rué, Uriarte, Gorospe et les autres sont entrés en piste. Et quand la route s'élève un peu trop, quand l'équipe a fait son travail, Miguel Indurain en personne assure le train pour écœurer ses adversaires, pour reprendre Richard Virenque, Laurent Fignon. Pour décourager Eric Breukink. Pour écœurer Stephen Roche. On dresse alors la liste des victimes. Le premier, le plus surprenant, Bugno. À pied dans cette montée. Bugno qui perd ce jour-là le Tour de France. C'est dans la tête, dira Laurent Fignon, que ça n'a pas suivi. Autre battu dès la première étape des Alpes, il n'a pas digéré le jour de repos, Claudio Capucci.
même devant le maillot jaune actuellement dans l'ascension. Le seul qui résiste pour l'instant, c'est Tony Rominger. Tony Rominger devant Miguel Indurain. On verra très souvent cette image dans ce Tour de France. Et quand il s'agit de préparer les prochaines ascensions, de rouler dans la vallée, Miguel Indurain compte sur un nouvel équipier. Et quel équipier? Vainqueur du Tour, Pedro Delgado. On a fait la liste des victimes, faisons la liste des favoris. Jaskula, le Polonais, c'est la première fois qu'on le voit. Tony Rominger, devant Indurain comme d'habitude, et derrière Andrew Amstin. Andrew Amstin, pourquoi? Pour emmener son nouvel équipier, le Colombien Alvaro Mejía. Indurain, avec Jaskula, avec Mejía, avec Rominger, ce sera l'image du jour, ce sera surtout l'image du Tour. Eric Brockink, lui non plus, ne s'en remettra pas. Indurain va trop vite, même les plus valeureux, même Richard Virenque sont distancés. Ils auront leur mot à dire plus tard dans les Pyrénées. Pour l'instant, ils ne sont plus que 5. Rominger, Indurain, Mejía, Amstin et Jaskula. Ces 5-là qui se disputeront la première victoire des Alpes 93. Indice important au passage du col, Rominger passe en tête comme si le maillot à pois l'intéressait. Indurain, lui, le jaune lui suffit. L'arrivée de l'étape sera plus significative encore. Rominger dévoile ses ambitions, les succès d'étape et le maillot à pois. Indurain, lui, se contente du jaune. Il cède volontiers le succès à Rominger. Quand je suis sur la bicyclette, je veux tous. Hein. Je veux gagner, je veux le maillot à pois, je veux toujours tous. Mais je vais essayer un peu. Je ne sais pas combien de points que je manque, mais au moins une maillot, je veux. Autre leçon enfin de cette première grande lessive, la 5e place de Jaskula, désormais 3e du classement général, comme pour lui donner des idées de podium parisien. À Serre-Chevalier, où l'on va prendre la route d'Isola, a lieu une sacrée rencontre au sommet. Indurain, Platini. L'excellence reconnue par tous, même par leurs adversaires. Témoignage d'Éric Boyer. Je crois qu'Indurain peut être battu que par Indurain. Donc il peut lui arriver une fringale, une chute, une crevaison à un mauvais moment. Franchement, je ne lui souhaite pas parce que ça serait vraiment dommage pour lui. C'est un seigneur, c'est un monsieur. Il domine comme Anquetil dominait sa génération, Merckx dominait sa génération. On a quelqu'un là de très fort, je pense tout sport confondu. Alors on ne peut que l'admirer. Ce 3e tour, Miguel Indurain va pourtant devoir le mériter, en résistant dans l'ascension de Vars, de l'Izoard, de la Bonnette-Restefond et au cours de l'ascension vers Isola, terrain idéal pour une grande offensive.
Quand on parle d'offensive, on pense bien sûr à Claudio Capucci. Il sera le premier attaquant du jour. Cassani va devoir s'accrocher pour mériter quelques heures encore son beau maillot à pois. Cassani qui passe ici, derrière Rominger, en 3e position. Capucci poursuit son effort, Rominger dans sa roue, mais Miguel Indurain paraît serein, bien entouré c'est vrai, par sa garde, où Rué, Gérard Rué, le Français, ne sera pas le moins actif. Un petit sursis pour Cassani et les équipiers de Miguel Indurain travaillent encore. La bonnette reste fond, apparaît et Pedro Delgado est superbe. Éclaireur de luxe aux côtés de Robert Millar. L'Écossais, on va le voir, est dans un grand jour. Et comme Tony Rominger est prêt à faire donner sa garde, on se dit qu'ils ne seront pas très nombreux dans le groupe de tête tout à l'heure à Isola. Miguel Indurain est nerveux, il sent la grande offensive, c'est aujourd'hui que le tour peut se gagner. Comme Gianni Bugno, comme Breking, comme Roche ou Virenque, Davide Cassani va être relégué à l'arrière. Il va perdre son maillot à pois et ne reverra plus la tête. Il sera privé du spectacle de l'offensive de Robert Millar et du mano à mano que vont se livrer Tony Rominger et Miguel Indurain jusqu'à Isola, inséparables jusqu'à l'arrivée. Inséparables Miguel Indurain et Tony Rominger, avec un duel seulement arbitré par Merria, Jascula, Hamstin et même Claudio Capucci qui revient dans la descente. Avec Björn Rich, le Danois toujours là, avec Jascula toujours présent dans le groupe de devant, l'homme du jour sera bien évidemment toujours Robert Millar. Encore à l'attaque ici, c'est Rominger et Miguel Indurain en personne qui devront réagir. À l'arrivée, Millar n'est plus là, Jascula est battu. Cette fois-ci, Indurain veut le succès d'étape, mais Tony Rominger va réaliser un exploit unique, 2 succès consécutifs dans les 2 étapes alpestres. Derrière, les défaillances se comptent par dizaines. La plus symbolique peut-être, celle de Laurent Fignon, le double vainqueur de l'épreuve, vaincu par une douleur au genou. Et comme Bugno n'a pas pu relever le défi, Laurent passe la main. C'était la dernière image de Laurent Fignon sur le Tour de France. J'aime pas arrêter sur des choses comme ça. Jamais de ma carrière, je n'ai arrêté. Je suis toujours reparti de l'avant quand j'ai eu des problèmes. Et je crois que je continuerai encore un petit peu. Peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, mais j'essaierai de faire quelque chose d'ici la fin de saison. Parce que j'aime pas arrêter comme ça. Allez, salut Fignon, salut aussi à Gilbert Duclos-Lassalle, éliminé, arrivé hors délai, condamné à ne pas rallier sa bonne ville de Pau à vélo.
Même sanction, sans appel, pour Mario Cipollini, le porteur du maillot vert. Ce n'est plus la fête des sprinters. Il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée qu'Abdou Japarov ait déjà vécu le vert. Dur. Le vert pour Abdou, les pois pour Rominger, le jaune pour Indurain. Et si l'on en restait là jusqu'à Paris ? Cette fois-ci, au départ d'Isola 2000, vous l'aviez deviné, c'était l'anniversaire de Miguel Indurain, 29 ans. Mais à Marseille, à l'arrivée, ce sera la fête de Fabio Roccioli. La belle histoire. Fabio Roccioli, un équipier. 7 ans de professionnalisme, pas le moindre succès. À plus de 200 km de l'arrivée, Fabio Roccioli est parti. Il est seul maintenant et le peloton, presque complice de sa belle aventure. Des douleurs plein le corps, mais bientôt l'image du bonheur absolu. Voici un Italien qui reviendra à Marseille en pèlerinage. C'est là que le vendredi 16 juillet, il entre par la très grande porte dans l'histoire du Tour de France. Chapeau. Et Rominger dans tout ça, il y a bien longtemps qu'il n'a pas connu une petite mésaventure. Le voici, au centre de votre écran, en maillot à pois. Il chute à 4 km de l'arrivée à Marseille. 2 victoires d'étape dans les Alpes et la poisse qui revient encore. Le peloton, lui, coupe la ligne d'arrivée de Marseille 20 minutes après Roccioli. Direction Montpellier en ce samedi 17 juillet, Marseille-Montpellier. Ce pourrait être une belle affiche de football, mais aujourd'hui encore, c'est de cyclisme qu'il s'agit. Et c'est la souffrance et l'abandon du Normand Thierry Marie qui fait la une du départ de l'étape. La fatigue a envahi le peloton, les chutes se multiplient et les baroudeurs vont s'offrir un peu de répit. La présence de l'équipe Télécom, très active en tête du peloton, va nous donner des indices sur les ambitions de l'Allemand Olaf Ludwig. Et c'est bien lui qui va s'imposer au sprint à Montpellier. Le lendemain, on prend la direction des Pyrénées, de Perpignan exactement, où le soleil est encore là. Il suit le Tour depuis le début et personne ne s'en plaint. Et comme tous les supporters français, on attend. Première satisfaction du jour, un Français dans l'échappée. C'est bien Pascal Lino, maillot jaune l'an passé pendant 11 jours, qui est là avec Perini, avec Brunel, avec Chiesa et Farésine. Les Banesto, coéquipiers de Miguel Indurain, ne semblent pas décidés à troubler leur plan et même une crevaison de Perini ne retardera pas les 5 hommes. Pascal Lino, si bien formé à l'école de la piste, c'est important, vous le verrez, nous offre une nouvelle leçon de démarrage. Et seul Perini, justement, peut prendre la roue. À deux, le coup est jouable, d'autant plus que Perini semble vouloir jouer le jeu jusqu'à ce que son directeur sportif lui intime l'ordre de ne plus rouler, de se lancer dans une partie de poker menteur qui a le don d'énerver Pascal Lino.
Heureusement, l'Italien va reprendre le relais à 2 km de Perpignan. Les deux hommes ne seront plus rejoints pour le plus grand plaisir de Lino. Allez Pascal, raconte. J'ai attaqué en tête aux 300 mètres. J'ai vu aussi qu'il avait plus gros que moi, il avait mis déjà 13 dents. Donc en lançant le sprint, tout de suite, j'ai pris 10 mètres. Et aux 300 mètres, aux 200 mètres, j'ai mis 13, 12. Et là, j'ai tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai eu peur parce qu'aux 5 mètres, j'ai vu un petit peu remonter. Mais moi, j'ai jeté le vélo, j'ai tout donné. Ça a passé. Aujourd'hui, ça a souri aux Français. Mais depuis le début du tour, les Français attaquent. Moi, je les vois, on se va dans les échappées. Ça n'a pas souri. Aujourd'hui, ça rigole. Et ben, tant mieux pour les Français. Quand on vous disait qu'elle était bonne, l'école de la piste. De la deuxième place, un quart de roue qui change absolument tout. Après les Alpes, voici donc les Pyrénées. Des dizaines de milliers de supporters espagnols vont venir y saluer Miguel Indurain. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se montrer vraiment vont enfin passer à l'offensive. Au premier plan, Rincon, derrière lui Sierra et le Français Richard Virenque, comme inspiré par l'exemple de son copain Pascal Lino. Comme unis par un désir de rachat, les trois hommes vont creuser leur avance. Et les premières infidélités du soleil ne suffisent pas à les freiner. Suivez bien l'exemple de Virenque. Dès qu'il fait froid, un petit journal sous le maillot. Ne suivez pas l'exemple de Stephen Roche, on ne lit pas à vélo. Dans son journal, Stephen Roche a sans doute lu que Miguel Indurain est très bien protégé, comme d'habitude, par ses équipiers, par Rué, par Alonso, par Gorospe, par Delgado. Il lit peut-être aussi que les trois hommes de devant s'entendent un peu moins bien que tout à l'heure. Deux adversaires pour le Colombien Rincon, lancé dans son échappée. Rué qui tente de ramener Indurain et le Diable. Mais le Diable, dans ces cas-là, peut s'avérer utile. Réponse dans quelques instants à l'arrivée. Derrière, l'écrémage habituel se fait. Rich est toujours là. Indurain, bien sûr. Rominger, Meria, Delgado. Rominger avait promis d'attaquer, il passe à l'acte, mais Indurain très facilement reste dans sa roue. C'est là la leçon de cette étape pyrénéenne et la présence de Meria, comme d'habitude, qui ne prend pas un relais dans la roue de Miguel Indurain. L'autre Colombien, Rincon, est toujours à l'avant, il remporte l'étape, mais derrière, rien ne changera au classement général. Rominger devant Rich, Indurain est toujours tranquillement en jaune. Autre belle histoire de ce tour, Jean-Claude Collotti, qui évite l'élimination pour 30 secondes. Victoire pour Collotti, il terminera le tour. Ouais, vous savez, lâcher au bout de 60 km, c'est horrible. Horrible. Je crois que avec ces strières l'année passée, j'ai vécu ma journée la plus terrible depuis que je fais du vélo. Pendant les étapes, c'est très difficile, alors j'ai besoin de me calmer. Après une journée de repos à Andorre, on prend la route de Saint-Lary-Soulan, à la veille de Tarbes-Pau. Encore 2 étapes pyrénéennes, il peut s'y passer
beaucoup de choses. Directionnel, passage de chaque côté. Malgré le terrible programme proposé aujourd'hui, le peloton va vite, le peloton va très vite. Sous l'impulsion des équipiers de Rominger. Rominger, c'est sûr, a décidé de passer à l'offensive. 3 équipiers de classe devant le peloton. Rominger dans leur roue, Indurain juste derrière et bien sûr Merria toujours dans l'ombre d'Indurain. C'est au train qu'on a franchi l'ascension du col de Portillon. Rominger devant Indurain, Merria n'est pas loin, on commence à prendre ses habitudes. Jascula derrière lutte déjà pour la 3e place du classement général. Merria est bien placé aussi, mais c'est dans le contre-la-montre sans doute que ces deux-là s'expliqueront. Pour l'instant, ils limitent les dégâts par rapport à Indurain et à Rominger. Indurain, Rominger, Jascula en 3e position, on sent déjà là le podium du Tour de France. L'arbitre du duel sera donc Jascula. En route pour une victoire historique. Jamais un Polonais n'a remporté d'étape sur le Tour de France. Si le cyclisme est une discipline essentiellement individuelle, elle a ses règles collectives. La preuve ici avec Andrew Amstin, dossard 31, qui revient sur son leader, Merria, dossard 37. Livré à lui-même, Merria était en train de sombrer. Amstin va le sauver. À l'avant, Tony Rominger rêve d'un 3e succès d'étape de montagne. Indurain veut remporter une étape également, pour ne pas appuyer son succès uniquement sur les contre-la-montre. Mais avec eux, un 3e homme, Zenon Jascula, le Polonais. Le succès d'étape pour Jascula, le maillot à pois pour Rominger, le maillot jaune pour Indurain et une très belle 4e place pour Stephen Roche. Dire que Stephen fait là son dernier tour. La suite de l'édition 93 vaudra par l'attribution des places sur le podium de Paris. Grâce à Amstin, Merria sauve ici sa 2e place pour 14 secondes.
spectaculaire épreuve qui passionne. Après Platini, Alain Prost, de quoi donner des idées à Miguel Indurain qui pourrait bien aujourd'hui être inquiété, car au programme de cette étape entre Tarbes et Pau figure le prestigieux, le redoutable Tourmalet. Le temps de saluer Laurent Jalabert, héros malheureux des sprinteurs de ce Tour de France, et la bagarre est déclenchée. Les Banesto sont encore là pour protéger Indurain, il en aura besoin. Un peu tard peut-être, les adversaires d'Indurain ont décidé de passer à l'offensive. Unzaga a ouvert la voie. Dans sa roue, Rominger, Capucci est là également. Jascula a décidé d'accélérer aussi. Mais Indurain, aujourd'hui, malgré l'aide de Gorospe ici, Indurain ne peut pas suivre. Unzaga ne peut plus accompagner son leader Rominger. Ils ne seront que deux à se lancer à l'assaut du Tourmalet. Rominger et Jascula. Capucci, lui, va être repris par le groupe Indurain. Le fidèle Gorospe est toujours là, mais Indurain, pour la première fois du Tour 93, est en difficulté. Devant, ils sont deux, avec près d'1 minute d'avance. Jascula et Rominger. Jascula qui ira presque trop vite, dira Rominger après l'arrivée. Trop vite et trop loin de l'arrivée. Il reste 75 km à parcourir. Indurain reviendra dans la descente. Dans l'esprit de Rominger, les premiers doutes apparaissent. Et s'il avait attaqué plus tôt? Indurain vient de dévoiler ses premières faiblesses dans la montagne. Rominger, à cause de la malchance, on l'a vu, est passé à côté. Ici, à 70 km de l'arrivée, plus rien n'est possible. Dans la descente, Indurain est revenu sur Rominger, mais les deux hommes prennent déjà là rendez-vous pour l'édition 94. Le peloton est pratiquement reconstitué, il reste à attribuer la victoire d'étape. Deux Italiens en première ligne, Claudio Capucci et dans sa roue, le grand Massimo Girotto. Avec eux, le fidèle lieutenant de Tony Rominger, Unzaga. En tête du peloton, ou de ce qu'il en reste, Miguel Indurain n'a plus de soucis pour contrer Tony Rominger. Bonne surprise en revanche, la présence de Charly Mottet, un Français de retour au premier plan, tout comme Jean-Philippe Dojva, dans les 15 premiers du général, et toujours bien placé, ici à droite de l'écran, en tête du peloton. Autre Français très en vue de ce Tour de France, Gérard Ruet, le Breton, coéquipier modèle pour Miguel Indurain. Pas si vite Gérard, si tu veux bien. Trois hommes pour un succès d'étape. Faites vos jeux. Girotto, en jaune, réputé le plus rapide. Unzaga a beaucoup travaillé aujourd'hui. Il sera sans doute un peu juste. Mais Capucci, on le sait, ne s'avoue jamais battu. Unzaga démarre de très loin. Girotto très bien placé pour l'emporter. C'est fait sans doute pour Massimo Girotto. Mais le diable, il Diablo Capucci sort de sa boîte. Victoire d'étape, comme chaque année.
Cette étape qui va nous conduire à Bordeaux, côté de Indurain. Il est des traditions dans le Tour de France. Les cadeaux, bien sûr, pour les leaders. Ici, le meilleur français du classement général. Mais l'arrivée à Bordeaux également, invariablement offerte aux sprinteurs. Mais des sprinteurs dans ce peloton, il n'y en a plus qu'un. Djamolidine Abdoujaparov. Et pour la première fois, tous les pronostiqueurs sont d'accord. Le reste tiendra de l'anecdote, comme cette chute de Santa Romita. Devant, Abdoujaparov est de tous les coups, de toutes les échappées. Il ne veut pas que cette étape de Bordeaux lui échappe. Il ne prend même pas le temps de commenter le nouveau record de l'heure, battu le matin même par Boardman. 52-500 Okay. Le record de l'heure, ça y est. Si, c'est fini. Non, impossible. Qui t'a dit ça? Là, la radio. Ah oui? C'est tout. Oh, bah, j'exagère. C'est impressionnant, hein. Beaucoup, hein. L'année prochaine, 60. Si c'est arrivé à Bordeaux et bien jugé au sprint, c'est peut-être à cause des hésitations coupables de Steve Bauer. Il attaque très bien ici, avec Simon dans sa roue. Les deux hommes doivent allier leurs efforts pour se disputer l'arrivée, mais Bauer tout à coup va hésiter, refusant de prendre les relais. Regroupement, arrivé au sprint, c'était prévu. Il ne vous reste plus qu'à suivre le maillot vert d'Abdoujaparov. Un peu trop ambitieux peut-être sur ce coup-là. Victoire en 2 temps, on réaccélère. Mais l'essentiel est fait. Les contre-la-montre individuels, c'est le domaine de Miguel Indurain, invaincu depuis 1991, assuré de remporter ce Tour de France. On s'attend à un nouveau numéro de Miguel Indurain et l'on aborde cette étape avec un plaisir d'esthète. On va assister à un grand spectacle. Autre intérêt sportif celui-là, la lutte entre Jascula, Merria et Rominger pour les places sur le podium derrière Miguel. C'est Jascula, ici en action, qui sera le grand gagnant par rapport à Merria. Merria disparaîtra du podium. Autre gagnant du jour, c'est lui, Tony Rominger. Il passe ici le 5e du général riche sans même le regarder. Rominger parti pour un grand numéro, c'est déjà une certitude. Il terminera 2e du Tour de France, mieux que Jascula. 1er Indurain, 2e Rominger, 3e Jascula. C'est le podium du Tour de France. Il faut maintenant s'intéresser à la victoire du contre-la-montre individuel. 48 km à parcourir, c'est trop pour le Colombien Merria, dépassé ici par Miguel Indurain. Miguel qui semble à l'aise, mais qui grimace un peu, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce Tour de France. Et l'on vit là la grande sensation de l'arrivée de ce Tour de France. Malgré cette crevaison, malgré une trentaine de secondes perdues, Tony Rominger va remporter le contre-la-montre individuel avec plus de 40 secondes d'avance sur Miguel Indurain. Surprise, rendez-vous à l'année prochaine.
il reste à s'offrir une marche triomphale vers les Champs-Élysées. Là aussi, comme à Bordeaux, une tradition, des premiers kilomètres tranquilles, un peu de folklore et surtout un sprint massif sur les Champs-Élysées. Un sprint sur les Champs-Élysées avec Abdou Japarov en vert, de quoi nous rappeler un brutal souvenir, sa chute il y a 2 ans. Le sprint cette fois-ci sera tout aussi houleux, avec pour victime, deuxième seulement, l'excellent, l'étonnant français Moncassin. Mais que le sprint a été tourmenté avec Moncassin à droite de votre écran. Un dernier regard sur le podium 93 avec des regrets plein la tête de Rominger. Des nouvelles certitudes pour Indurain qui recrutera Jascula pour la saison prochaine. Vive le roi Miguel III, mais quelque chose nous dit qu'on pourrait bien le retrouver quelques fois encore sur cette marche du podium dans les années à venir.